qu'est-ce que la sociophonétique et pourquoi en faire à Maurice ? Bonjour et bienvenue dans notre série de causeries en sciences du langage. Alors aujourd'hui, nous recevons un enseignant-chercheur de l'Université de Maurice, Guillaume Florini, qui va nous parler de sociophonétique et plus précisément de sociophonétique à Maurice. Bonjour Guillaume. Bonjour Chimine. Pour commencer déjà, je vais vous demander de vous présenter un peu à nos spectateurs. Ok, donc moi je suis lecturer à l'Université de Maurice, donc c'est l'équivalent d'assistant maître de conférence, et donc mes spécialités sont, donc je suis chercheur en sciences du langage. J'ai fait ma thèse en acquisition des langues, du français, du créole à Maurice. Et puis, dans le contexte mauricien, je m'intéresse à tout ce qui concerne les langues à Maurice, et plus spécifiquement le français et le créole. Voilà. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de sociophonétique et plus précisément donc de sociophonétique à Maurice. Alors, oui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu ce que c'est que la sociophonétique ? Oui, alors la sociophonétique, c'est faire de la sociolinguistique en prenant pour base de réflexion la phonologie et la phonétique. Donc la phonologie et la phonétique, ce sont deux disciplines qui s'intéressent à l'analyse des sons. Donc c'est une opposition qui a été créée par un chercheur russe qui s'appelle Troubetskoy, et qui prend des hypothèses qui existent depuis les débuts de la linguistique, qui ont été d'abord émises par Saussure, l'opposition entre langue et parole. Donc la langue est au niveau social et la parole est au niveau individuel. Et à partir de là, donc l'analyse des sons se fait à deux niveaux différents. D'abord, à un niveau social. Donc même si, nous produisons des sons pour communiquer, et différents sons sont parfois interprétés par notre cerveau comme étant la même chose. Un très bon exemple de ça, c'est le R, par exemple, qui peut être prononcé R, R, ou autrement. Et notre cerveau va toujours comprendre que c'est la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on va voir au niveau de la phonologie, donc on va s'intéresser aux phonèmes. Et puis au niveau des sons, on va justement s'intéresser aux réalisations individuelles de ces différents sons par chacun. Donc chacun d'entre nous a une façon différente de prononcer. Le O, par exemple, dans un mot comme rose, se prononce parfois rose dans certaines variétés de français ou de créole. Donc c'est le cas à Maurice pour certaines personnes, c'est le cas aussi à La Réunion. D'accord, voilà. Très bien. Et donc ça, c'était phonétique, phonologie. Et la sociophonétique, donc, c'est... Alors la sociophonétique, ça va être analyser la variation qu'il y a dans la prononciation, de faire de la sociolinguistique, donc on s'intéresse à la variation, et en prenant pour point de départ la prononciation des gens. Donc on va essayer de comprendre comment s'organise une société à partir de la façon dont les gens parlent. Donc il peut y avoir différentes approches. Par exemple, on se dit qu'il existe des groupes et que ces groupes parlent de façon différente. Une autre approche, c'est de dire, je vais analyser ce que font les gens, ce qu'ils produisent, et à partir des points de convergence ou de divergence qu'il y a dans leur prononciation, essayer de comprendre quels sont les groupes qui sont réellement en face de moi. Alors, si je dois prendre l'exemple de Maurice, donc, si on va s'intéresser à la population mauricienne, la Constitution reconnaît 4 groupes. 2 groupes qui sont des groupes religieux, les hindous et les musulmans, un groupe qui est lié à l'origine des Mauriciens, ce sont les Sino-Mauriciens, donc les descendants de personnes venues de Chine, et le 4e groupe qui s'appelle population générale, regroupe tous les gens qui ne rentrent pas dans les 3 premières catégories, et qui correspond à peu près à la population qui était sur l'île avant l'arrivée des travailleurs engagés de l'Inde. Donc, ce 4e groupe, passe-partout, cache des réalités très différentes, puisqu'on va y retrouver les Blancs mauriciens, donc les descendants de colons, les gens de couleur, ou descendants de libres de couleur, donc des créoles plutôt, dans la littérature qu'on va considérer comme étant plutôt clair de peau, plutôt urbain, plutôt francophone. Et puis on va retrouver aussi dans ce groupe les créoles, donc reconnus à Maurice, enfin reconnus comme étant les descendants de personnes esclavées,
donc plutôt foncé de peau, plutôt habitant dans des zones rurales ou en périphérie des grandes villes, et plutôt créolophones. Mais dans ces groupes-là, on va aussi retrouver tous les gens qui ne peuvent pas être classés dans les 3 premières catégories. Donc un enfant issu d'un mariage entre un hindou et une chinoise, par exemple, eh bien, il ne peut plus rentrer dans une des premières catégories, donc forcément, il va se retrouver dans cette 4e catégorie. Donc, j'essaye de schématiser un peu à quoi correspond la population mauricienne. Alors bien sûr, c'est un petit peu caricatural parce qu'il y a en réalité beaucoup plus de nuances entre ces groupes-là. Donc on a des créoles qui sont chrétiens, qui peuvent être catholiques ou protestants. On a des créoles qui épousent des hindous, des musulmans. Donc il y a beaucoup de mélanges en réalité. Mais on va essayer de garder ces éléments-là comme des pôles, des directions pour essayer on va pas dire de classer les gens, mais essayer de comprendre comment ça s'organise, en étant conscient aussi que ce ne sont pas, ce sont des espèces de points idéaux, mais qu'il y a beaucoup de choses intermédiaires. Ouais. Donc en gros, en fait, pour catégoriser la population mauricienne, on se base sur des caractéristiques assez différentes finalement. Là, vous avez parlé de religion ou d'origine, et exactement. Donc il y a des critères assez différents. Il y a la religion, il y a l'origine, donc indienne. Chinoise, européenne, africaine, plus bien sûr tout ce qui est mélangé entre, et donc des critères différents. Il y a je pense à Maurice, c'est assez complexe et on confond certaines choses comme la communauté alors d'origine, la religion, la culture, donc tout ça s'est mélangé, donc il y a on essaye de mettre de l'ordre dedans et essayer de naviguer dans tout ça, c'est parfois assez complexe. Mais bon, on va essayer de voir des choses ensemble aujourd'hui, justement, par rapport à ça. Et du coup, enfin, dites-moi si je me trompe, mais donc l'une des hypothèses en sociophonétique, ce serait éventuellement que ces différents groupes parlent de façon différente, ou est-ce que c'est ce que vous essayez de tester finalement? Oui, exactement. Donc l'idée de travailler en sociophonétique aujourd'hui, donc c'est une idée qui est là depuis un moment, et puis elle s'est concrétisée récemment puisque on a un partenariat de recherche à l'Université de Maurice avec l'Université de Vienne et avec une collègue là-bas qui est spécialiste justement en sociolinguistique en prenant une approche phonétique. Et pourquoi faire ce travail-là à Maurice? Eh bien, je pense que c'est le cas puisque nous faisons ce travail-ci, puisque avant tout, les descriptions qu'il y a des langues à Maurice et qui prennent pour point de départ la sociophonétique sont un peu anciennes. Donc le livre de référence qu'il y a sur le français à Maurice, c'est donc le livre qui est à l'écran, là, Île Maurice, une francophonie paradoxale, qui a été publiée par Badjoni et de Robillard à l'Université de La Réunion. Donc, on fait un petit clin d'œil aussi, puisque j'y suis en ce moment. Et donc, c'est un livre qui date de 1990 et qui décrit l'île Maurice des années 80. Et donc, c'est un peu ancien, puisque le livre date lui-même de 1990. Et donc, la société mauricienne est assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les années 80, c'est le moment où il y a le début de l'industrialisation à Maurice, mais on est encore dans une société qui est extrêmement racialisée, entre blancs, gens de couleur, créoles, hindous, etc. Donc c'est assez racialisé, et je pense qu'à partir des années 80, justement, il y a des changements socio-économiques. On va voir d'autres groupes accéder accéder aux élites, accéder à des classes supérieures, socio-économiquement supérieures. Donc on va avoir pas mal de changements. Et ça ne se retranscrit. Donc ce qui est écrit dans ce livre ne se retranscrit pas aujourd'hui forcément dans la réalité de l'île Maurice. Donc pourquoi faire ce travail? D'abord parce que ces descriptions sont anciennes, et puis peut-être parce que ce qui est décrit à l'époque, et que les auteurs prennent avec beaucoup de pincettes pour en parler, beaucoup de précautions justement, mais au final, quand ils décrivent les variétés de français qui sont parlées à Maurice, en résumé, ils disent qu'il y a des variétés locales, qui sont parlées, au moins 2 variétés locales, qui sont parlées par les Blancs mauriciens et par les gens de couleur, et puis une variété créole,
Et ensuite, il y aurait une variété néo-francophone, donc des gens qui auraient d'autres langues premières, d'autres langues maternelles, le créole ou le bhojpuri, et qui, pour des raisons sociales, de mobilité sociale, vont opter pour le français comme langue de transmission aux enfants. Et donc, ces gens-là, ils auraient une façon de parler qui serait plus proche du français standard que les variétés locales. Et puis ensuite, ce qu'ils décrivent, c'est qu'il y a aussi une autre variété qu'ils appellent entre langues, qui serait une variété où il y a des gens qui sont peut-être créolophones ou bhojpuriphones, qui parleraient le français très mal, et au final, ce qu'ils parleraient ne serait ni du français ni du créole, mais quelque chose d'intermédiaire. Voilà. D'accord. Okay. Donc l'idée, c'est de peut-être questionner ce qu'il y a dans ce livre-là, et qui donc décrit une île Maurice, comme je l'ai dit, qui est assez racialisée, et revoir ces choses-là aujourd'hui pour vérifier s'il y a vraiment des variétés qui sont en lien avec des groupes, des communautés ethniques ou raciales, ou alors si ce sont plus des choses qui seraient liées à d'autres facteurs comme l'âge, le niveau d'éducation, ou la zone où on habite, en ville ou à la campagne. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour réaliser ce type d'études? Alors, pour faire un travail comme celui-ci, eh bien, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps et on va mettre en place un protocole d'enquête, ce qu'on a fait avec une équipe. On est à 5 dans notre équipe et on a travaillé pendant 4 mois à mettre en place ce protocole d'enquête. Et donc, on l'a fait avec l'aide de notre collègue de Vienne, Elisa Pustka, qui, elle, a travaillé aussi sur le projet Phonologie du français contemporain. Donc, c'est un gros projet international qui existe depuis un moment déjà et qui a pour objectif de décrire les différentes variétés de français régional à travers le monde. Donc, on a pris ça comme base et on a essayé de l'adapter pour analyser le français et le créole. Le français, parce qu'il est assez peu décrit déjà dans ce projet de phonologie du français contemporain. Et puis pour le créole, puisqu'il n'y a pas de description phonologique ou phonétique du créole pour l'instant à Maurice. Donc ce qu'on a fait, on a d'abord essayé de voir des combinaisons de sons, de voyelles et de consonnes, toutes sortes de combinaisons possibles. Et donc chercher des mots, d'abord dans lesquels on aurait ces différentes combinaisons. Ensuite, on s'est dit que les gens qu'on allait rencontrer ne liraient pas forcément. Auraient peut-être difficulté à lire, sachant que le créole, par exemple, son orthographe n'est officielle que depuis une dizaine d'années. Donc les gens n'ont pas l'habitude de lire en créole non plus. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a essayé plutôt de chercher des images qui représenteraient les différents objets que les gens devraient nommer. Donc là, vous avez à l'écran quelques exemples de cela. Donc par exemple, pour le premier dessin, la personne, on va lui demander de nommer l'objet qu'il y a, en créole ou en français. Donc on fait une première fois l'enquête en français, puis une deuxième fois en créole. Donc là, la première fois, la personne va dire un ananas. C'est ce qu'on attend. Ou peut-être qu'il dira autre chose, peut-être qu'il dira un ananas. Et puis en créole, quand il reviendra dessus, en créole, il dira un zanana ou n autre chose. Donc on a eu par exemple des gens qui en créole disaient ananas. Donc pour 3, on a une image d'une porte. Donc là, 3 portes. Pour certains mots, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, on cherchait le mot jeudi ou zedi. Donc là, on a mis un petit calendrier et puis on a indiqué donc, le 4e jour de la semaine. Donc là, vous avez un exemple en créole, juin 2023, quel jour? Et donc la personne est censée nous dire 11 zedi. Et puis pour certains mots, il nous a semblé trop compliqué de trouver une image. Par exemple, pour le mot 107, c'est tchaké. Tchaké, ça veut dire faire un tour, se promener. Donc, déjà visuellement, les gens n'ont pas forcément l'habitude de le voir, mais pour le représenter par une image, c'est presque impossible. Donc, on a malheureusement dû quelquefois utiliser des mots écrits. Alors, qui sont les gens qu'on a interviewés pour l'instant? On a fait une pré-enquête avec une vingtaine de personnes. Et les gens qu'on a interviewés sont des gens, donc des hommes et des femmes de différents groupes d'âge, de différentes communautés, habitant en ville ou à la campagne, ayant différentes activités professionnelles, différents niveaux d'éducation. Donc c'est pour avoir un peu une idée. On a essayé de chercher des gens avec les profils les plus différents pour pouvoir avoir le plus de variations possible. Et puis là, dans une deuxième étape, on ira interviewer encore une cinquantaine ou une soixantaine de personnes pour vérifier si ces hypothèses qu'on a et les premières choses qu'on voit grâce à cette pré-enquête, si elles sont confirmées sur un corpus un peu plus grand.
D'accord. Et pour l'instant, vous êtes combien à travailler dessus donc Nous sommes 5, Ok, donc 5. sur le terrain on est 4 pour l'instant à Maurice, et puis on a notre collègue à Vienne D'accord, qui travaille avec nous au niveau des analyses et tout ça. d'accord. Donc, je vais vous donner 2 exemples de ça. Donc, par exemple, on s'est intéressé au H aspiré. Donc, le H aspiré, c'est le H. Donc, historiquement, ça n'est pas un phonème, ça n'est pas un son qui existe en français. Et bon, pour le créole, la plupart des mots viennent du français et la plupart des sons viennent aussi du français. Sauf dans certains cas où il y a des changements. C'est pareil pour le créole mauricien ou pour le créole réunionnais. Donc, dans la littérature, Baker et Kriegel, par exemple, indiquent que le H n'a qu'un statut marginal, il n'est pas vraiment utilisé. Et nous, on a cherché des mots dans lesquels il y avait potentiellement le son H. Donc on a cherché des mots empruntés à d'autres langues, qui sont utilisés en français ou en créole à Maurice. Donc des mots de l'anglais comme home ou hall, des mots empruntés de l'arabe comme halal ou halim, des mots empruntés de langues indiennes, Bhojpuri ou Hindi, par exemple, dans le nom de la fête Mahashivaratri. Donc après, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir. Donc on a une image, une illustration où la personne a quelque chose qui lui sert de support, et on va voir ce que la personne va faire. Donc ce que je vais vous montrer juste après, donc c'est un tableau qui récapitule un petit peu ce qu'on a découvert. Donc en haut, un tableau avec le créole, et en bas, un tableau avec le français. Et ce qu'on voit ici, donc, on va constater, pour les 3 premiers mots qui sont en haut, Halal, Mahashivaratri et Halim, que le H n'est pas prononcé. Là, vous avez le rond barré, c'est qu'il n'est pas prononcé, en fait. Hein. Donc, la plupart des gens, des informateurs qu'on a, ne prononcent pas le H, ce qui semble indiquer que ces mots-là sont peut-être considérés aujourd'hui comme des mots qui font partie du lexique du français mauricien et du créole mauricien, puisqu'on voit que dans les 2 langues, le H n'est pas prononcé pour ces mots. Par contre, les mots qui sont en dessous et qui apparaissent en vert, haram, home, hajj et hall, sont des mots qui, il me semble, sont encore perçus comme des mots étrangers, et le H est généralement prononcé. Pas toujours, mais généralement prononcé. Donc là, le premier constat qu'on peut faire, c'est que le lexique, donc les mots, expliquent une forme de variation. Certains mots sont considérés comme des mots faisant partie du français et du créole mauricien, du français mauricien et du créole mauricien, et d'autres sont encore considérés comme des mots qui ne font pas partie du vocabulaire usuel de ces 2 langues et sont des mots empruntés. Et dans ce cas, on va prononcer ces mots comme ils le sont dans leur langue d'origine. Le mot haram, donc il y a le H qui est prononcé, je n'ai pas parlé du R, mais le R aussi en général n'est pas prononcé haram ou haram, c'est prononcé haram, donc avec un son qui vient de l'arabe en fait. Hein. Donc c'est un mot qui est spécifique à la communauté musulmane, puisque c'est le contraire de halal, halal ce qui est permis, haram ce qui est interdit à la consommation. Donc un deuxième exemple que je vais vous donner, c'est, on reste avec le H. Une deuxième chose qu'on va constater aussi, c'est que le profil des locuteurs a un impact aussi sur la prononciation. Par exemple, dans les mêmes 2 tableaux, on va constater que les locuteurs 2, 6 et 9 ne prononcent jamais le H, à part peut-être le numéro 2 pour le mot home. Ces 3 locuteurs ont des caractéristiques communes. Ce sont des personnes qui sont âgées, qui ont plus de 60 ans, qui sont tous les 3 des créolophones monolingues. 2 d'entre eux viennent de la communauté créole. Le 3e est un sino-mauricien. Donc ce sont des créolophones monolingues natifs. Et ce sont ceux qui ont fait le moins d'études dans notre groupe, là, puisqu'on a 2 personnes qui ont arrêté l'école au primaire. Et le 3e s'est arrêté au niveau du brevet de la seconde française. Hein. Et puis, on a 2 autres personnes qui ne prononcent jamais le « h » non plus. Ce sont nos informateurs 15 et 19. Alors, ils sont intéressants parce qu'ils font les mêmes choses, mais n'ont pas du tout les mêmes profils sociolinguistiques. La locutrice numéro 15, par exemple, c'est une sino-mauricienne qui vient d'une famille créolophone, mais qui rentre dans le groupe des néo-francophones, puisque elle a étudié le français, elle enseigne le français même dans une institution tertiaire, et elle ne prononce jamais le « h ». Et la locutrice numéro 19,
eh bien, c'est une personne qui a 70 ans, qui vient, elle, du groupe des gens de couleur, et c'est une francophone native. Elle a parlé le français toute sa vie, et elle ne prononce jamais le « ha » non plus. Donc, ce qu'on va voir, les points communs entre ces 5 personnes, c'est avant tout qu'ils sont âgés, ils ont plus de 60 ans, ou presque 60 ans, il y en a une qui est un petit peu plus jeune, 4 d'entre eux sont des créolophones monolingues natifs, et parmi ceux-là, on en a 3 qui sont parmi ceux qui ont fait le moins d'études. Donc voilà. Donc une hypothèse qu'on a par rapport aux 3 premiers locuteurs, donc ceux qui sont en bleu pâle, c'est qu'il n'y aurait probablement pas de « ha » en créole basilectal, en créole parlé par des créolophones monolingues. Voilà, donc même dans des mots dans lesquels on devrait voir apparaître un « ha », parce que ça vient d'une autre langue, eh bien, eux ne le prononcent pas parce qu'il n'y a pas de « ha » pour eux en créole. Et en français mauricien aussi. Et vous pensez que pour les locutrices 15 et 19, on pourrait éventuellement envisager l'hypothèse de l'influence du français, vu que, si j'ai bien compris, c'est... C'est possible, mais encore une fois, de quel type de français? Donc, donc là on constate des premières choses avec ce premier tableau. On va peut-être voir des choses avec le tableau qui suivra aussi. Et puis, donc là, ce ne sont que 2 éléments en phonétique, phonologie qu'on montre. Et puis, avec notre équipe, justement, on va essayer d'analyser beaucoup plus de choses que ça. Donc, je vous présente donc une deuxième chose. Ce sont les consonnes finales en créole et en français. Donc, ce sont dans des mots dans lesquels on a une consonne qui est censée finir le mot, ou pas d'ailleurs. Hein. Donc, quelques exemples de ça sur le tableau que vous avez à l'écran. Donc, les 3 premiers mots. En français, on peut prononcer ou pas le L. Donc, c'est les mots persil, sourcil et nombril, ou qui peuvent se prononcer en français persil, sourcil, nombril. Donc, je vais commencer avec les mots en créole, puisque c'est plus simple que ce qui est en français, on va le voir assez rapidement. Donc, tous les mots qui sont au milieu en vert sont des mots où la prononciation est stable. Donc les listes de mots qu'on a, la liste de mots qu'on a, donc c'est 6 sat. Donc là, pour les 3 premiers, 6 sat, 8 sat et 10 sat. Donc 6 chats, 8 chats et 10 chats. La question, c'est est-ce qu'on prononce la consonne finale pour le chiffre avant le ch du chat. D'accord. Donc est-ce qu'on dit 6 sat ou 6 sat, 8 sat ou 8 sat. En français, on aurait 6 chats ou 6 chats, 8 chats ou 8 chats. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en créole, la prononciation est stable, la consonne est toujours prononcée. Il y a deux exceptions dans ce tableau, c'est pour les mots porc et cerf, où 2 locuteurs n'ont pas prononcé le que et le f final. Hein, donc, porc et cerf pour 2 personnes, mais là, c'est plutôt stable. Les mots qui suivent en bleu, c'est pareil, c'est très stable, et là, on voit que la consonne est... les mots qui sont... complètement en bas, les 3 derniers mots, zanana, weekend et burger. Donc là, dans ces mots, la consonne est presque toujours tu. Donc on ne va pas dire zananas en créole, on dit zanana, quoiqu'il y a 2 personnes qui ont dit ananas. Weekend. Et bien là, à Maurice, ça se prononce weekend. On ne prononce pas le de final. Et pour burger, qui vient de l'anglais, on ne prononce pas le R final, à part, là sur le tableau, vous voyez la première personne à prononcer burger en créole. Donc là, c'est assez stable. Et puis, on va voir les mots en bleu qui sont en bas. Fouette, yaourt, out, plate. Ici, il y a un peu plus de variation. La consonne est prononcée la plupart du temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, les mots pour lesquels il y a le plus de variation, ce sont les 3 premiers mots, où il y a déjà de la variation aussi dans les mots d'origine français, où on s'attendrait à avoir 2 prononciations, soit la présence du L, persil, sourcil, nombril, on a ça. On a aussi l'absence de L, persil, sourcil, nombril. Et on voit quelque chose de différent apparaître aussi. On voit apparaître, il y a des gens qui prononcent persil ou nombril ou sourcil. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en français dans le mot d'origine et qui apparaît pour certaines personnes en créole. Pour persil peut-être, mais alors sourcil et nombril, ouais, là, ça me paraît plus bizarre. Pour le français persil, c'est vrai que comme on a persillade, je verrais bien, enfin j'entendrais bien des gens dire éventuellement persil, mais sourcil et nombril, peut-être moins en tout cas, nettement moins. Mais à vérifier encore. Oui, peut-être des représentations. Quand on va regarder dans des dictionnaires français comme le TLF par exemple, il indique que ces 3 mots-là peuvent se prononcer avec le L ou sans en français. Donc ça dépend des variétés régionales. Donc il y a de la variation de toutes les façons par rapport à ça. Alors, je propose qu'on regarde le tableau équivalent, mais pour le français maintenant.
Donc, je crois qu'il va apparaître à l'écran. Donc, pour le français, eh bien, il y a des choses qui sont un peu similaires. Mais là, déjà, je pense qu'on observe qu'il y a plus de couleurs différentes déjà. Hein. Donc, on a deux mots pour lesquels la prononciation est stable. Ce sont les mots bœuf et œuf, où là, la prononciation est encore une fois presque toujours prononcée. Pour le mot œuf, vous constaterez peut-être qu'il y a un F où il y a le rond barré, parce qu'il y a des gens qui ont dit œuf ou qui ont dit des œufs. Donc forcément, quand c'est au pluriel, on ne prononce pas le F final. Donc ça, c'est assez stable. C'est pareil pour le mot août, où le T est toujours prononcé en français mauricien. Ce n'est pas toujours le cas. En français, il y a des gens qui disent « ou », le mois d'août. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir que les mots qui sont en rouge, fouet, bu, plat, ananas, eh bien, en général, la consonne finale n'est pas prononcée dans ces mots, fouet et bu, quoiqu'il peut y avoir de la variation pour le mot bu qui peut être prononcé but, mais fouet, en général, on ne dit pas fouette. En créole, ça se dit, en français, ça ne se dit pas. Eh bien là, on va voir qu'il y a... C'est normalement interdit, mais c'est visible dans certaines variétés régionales du français. Et puis, dans les mots yaourt et week-end, donc la consonne finale, elle est normalement visible. On prononce le T et le D dans yaourt et week-end. Mais dans certaines variétés, elle est aussi absente. C'est ce qu'on constate aussi à Maurice. Pour le mot burger, qui est le dernier mot de la liste en bleu pâle, donc ici, la consonne finale se prononce en français, mais dans le mot d'origine anglais, il ne se prononce pas burger, et en français, on peut dire burger, ou pas. En tout cas, là aussi, on voit de la variation. La plupart des gens ne le prononcent pas en français mauricien, à l'exception de 3 locuteurs. Et puis, on va voir des choses un peu plus variables. C'est pour les combinaisons de mots qu'on a vues tout à l'heure, qui sont donc la deuxième couleur sur le tableau. 6 chats, 8 chats, 10 chats, ou 6 chats, 8 chats, 10 chats, porc ou porc, cerf ou cerf, où là, on va voir que la consonne est parfois présente, alors qu'elle est généralement absente en français hexagonal, français standard. Pardon. Enfin, pour les 3 premiers mots qui sont complètement en haut, eh bien là, on constate encore le plus de variations, ce qui est déjà le cas en français standard, ou dans les différentes variétés de français de France, qui est présente en créole. Et ici aussi, on va voir qu'il y a beaucoup de variations, avec des gens qui ne prononcent pas le L final, d'autres qui vont le prononcer le, et certains qui vont même le prononcer ye, comme on avait vu en créole. Donc persil, ou sourcil, et nombril. Et là, il y a une chose qui est très, très amusante ou très intéressante, c'est le locuteur numéro 16, qui est le seul à prononcer cette consonne finale des 3 façons différentes. D'accord. Par exemple, il va dire persil, mais il va dire sourcil, et il va dire nombril. Et ce qui est amusant, c'est que c'est notre professeur d'université de notre corpus. Donc c'est intéressant. Donc après, justement, on va essayer de lier ces phénomènes-là au profil des gens. Et qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, ce que tu vas voir maintenant, ce que vous allez voir maintenant, eh bien, comme pour le créole, on voit que les locuteurs 2, 6 et 9 sont ceux qui font les choses les plus inattendues, enfin, les plus différentes en créole. Ils font les choses les plus différentes. Comme tout à l'heure, on avait la 15 et la 19 pour le he qui faisaient les choses les plus différentes. Et bien là, on va voir des choses différentes qui apparaissent. Alors, pour la consonne finale, on va voir que les locuteurs 4 et 5, donc en vert, là, sur le tableau, à gauche, eh bien, ce sont ceux qui prononcent tout le temps le L dans les mots persil, sourcil et nombril. Et ces deux locuteurs, ce sont les 2 blancs mauriciens qu'on a dans notre corpus. D'accord. Et puis, les 2 autres personnes en verte, 19 et 20, ce sont les deux autres francophones natifs qu'on a dans notre corpus. Ce sont les 2 femmes gens de couleur, donc créole, urbaine. Et ce sont aussi des personnes qui ont des prononciations qui sont parfois un peu différentes. Ça se voit peut-être pas là, mais dans l'ensemble, quand on voit d'autres phénomènes aussi, on va constater qu'il y a ça. Donc, les personnes qui font des choses différentes, ici, ce sont les 4 et 5, qui sont nos 2 blancs mauriciens, pardon, 19 et 20, qui sont nos 2 genres de couleurs, et les numéros 2, 6 et 9, qui sont encore nos 3 créolophones natifs, ACRG et monolingues, créolophones monolingues. Donc là, il y a des choses qu'on peut voir. Et puis, j'ai aussi surligné sur le tableau des choses en bleu pâle.
eh bien, donc ce sont des choses un peu inattendues. Pour les locuteurs 1, 15 et 16, eh bien, ce sont les néo-francophones. Ce sont des gens qui ont soit une langue maternelle différente que le français, qui ont opté pour le français comme langue principale de communication, ou pour la locutrice numéro 1, par exemple, c'est une personne dont les parents ont fait ce choix pour elle. Donc, ils viennent de familles créolophones, mais eux ont transmis le français à leur enfant. Donc, pour ces locuteurs, donc on voit des choses différentes, et ce sont peut-être justement des indices de variétés différentes de français qui seraient parlés à Maurice. D'accord, très bien. Donc, il y a des facteurs différents qu'on peut constater aussi. Eh bien, il y a peut-être des choses qui sont liées justement à des Français historiquement liés à des communautés ethniques ou raciales. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui sont peut-être des phénomènes de classe sociale. C'est ce qu'on voit peut-être avec ceux qui sont en bleu, néo-francophones, mais des gens qui accèdent à un autre statut social, notamment à travers l'éducation. Donc, des trois, il y en a 2 qui sont enseignants à l'université. La troisième, elle a fait une licence au moins à l'université. Donc, voilà un peu les résultats préliminaires et les réflexions que ça amène sur ce qu'on fait. Et donc là, ça vous fait finalement une première... base, enfin, d'autres hypothèses à creuser dans le reste de votre étude, en fait, finalement. Oui, exactement. Donc, je pense que ce qu'on fait en linguistique, ou en sociolinguistique, en tout cas en sciences du langage, c'est analyser, essayer de comprendre ce qui est fait dans une société. On fait partie, enfin, moi je fais partie d'une faculté de sciences sociales et humaines, et je me considère moi comme un chercheur en sciences sociales. Il y en a certains qui vont aborder une société par le biais de l'histoire, ou de la sociologie, ou de l'anthropologie. Moi, je le fais à travers le langage et la prononciation des gens. Donc voilà, donc c'est un petit peu le partage qu'il y avait pour aujourd'hui. C'est des réflexions en cours sur comment est constituée la population, quels sont les groupes qui parlent, et comment ils parlent, et qu'est-ce que leur façon de parler nous dit d'eux en réalité. Et ce qu'on voit pour l'instant, avec les 2 exemples que je vous ai donnés, c'est que il y a de la variation qui est liée au lexique parfois, à des mots qui sont considérés comme faisant maintenant partie intégrante d'une langue, le créole ou le français, et d'autres qui sont considérés encore comme des mots étrangers. Et puis, la deuxième chose qu'on constate, c'est qu'il y a de la variation qui est liée au profil des informateurs, à leur âge, à leur langue première, à leur niveau d'éducation. D'accord. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. Très bien, merci beaucoup Guillaume Florini d'avoir participé à cette causerie. Alors, eh bien, nous allons nous arrêter là. Si ces questions de phonétique-phonologie vous ont intéressé, n'hésitez pas à aller regarder une autre causerie qu'on avait effectuée il y a quelque temps. On avait reçu le professeur Nikiema de l'Université de Toronto. Et puis, bien sûr, continuez à regarder toutes nos causeries en sciences du langage. On a des choses très intéressantes comme aujourd'hui. Merci, au revoir. Au revoir. Thank you.